Israël a lancé une attaque soudaine et massive contre l'Iran. Contrairement à ce qu'on dit, l'Iran n'était pas au bord de disposer d'une arme opérationnelle de type nucléaire. 9e jour de guerre et d'escalade entre l'Iran et Israël. Cette accélération autour de la question de la menace nucléaire iranienne. Tout ça fait un amalgame qui éloigne l'idée qu'il s'agissait uniquement de démanteler l'arsenal nucléaire iranien. Non, il y avait d'autres choses. Peut-être s'agissait-il de jeter un voile pudique sur Gaza. Des civils palestiniens à nouveau tués par l'armée israélienne lors d'une distribution de nourriture. Au lieu de donner libre cours à l'idée d'interdépendance, on essaye de les bloquer pour les ramener à l'ancienne, vers l'opposition ami-ennemi, et on s'invente un ennemi. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime, the world's most dangerous weapons. On s'aperçoit que le droit international gagne une capacité énonciatrice et stigmatisante, tout à fait intéressante. Mais on avait oublié que la violence s'ajoute à la violence, et c'est peut-être là le début de l'explication. Bertrand Badi, retraité de la fonction publique, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, et mon dernier ouvrage, L'art de la paix, chez Flammarion. On est toujours un peu surpris dans la mesure où c'est un événement bouleversant, et le propre de tout bouleversement, c'est de vous surprendre. C'était depuis longtemps considéré comme une option, mais personne ne se doutait que cette option était si imminente et aller autant à contre-courant d'un certain nombre de tendances qui auraient pu peut-être sauver la situation, une négociation sur le nucléaire iranien, un contexte régional qui finalement devait davantage porter au compromis qu'à l'affrontement, et puis je dirais un encadrement international dont on pouvait espérer qu'il nous mettrait à l'abri de ce genre de violence. Mais on avait oublié que la violence s'ajoute à la violence, et c'est peut-être là le début de l'explication. Quand on fait face à un conflit, la première question que l'on doit se poser, c'est pourquoi ? Quel est le but ? Quel est l'objectif ? Ça, c'est mon côté clausewitzien, ma vision classique, peut-être, et trop classique, d'ailleurs, des relations internationales. Et là, c'est une vraie réflexion. Quel est l'objectif poursuivi ? La réflexion est d'autant plus redoutable qu'on a le sentiment qu'il y a plusieurs objectifs. Et dans une logique rationnelle, il faut hiérarchiser de tels objectifs. Celle qui vient à l'esprit immédiatement, c'est le démantèlement du programme nucléaire iranien, avec quand même quelques irrationalités. Contrairement à ce qu'on dit, l'Iran n'était pas au bord de disposer d'une arme opérationnelle de type nucléaire. Et d'autre part, beaucoup d'observateurs, et en premier lieu l'ancien Premier ministre Ehud Barak, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, que nul ne peut soupçonner d'islamo-gauchisme ou de wokisme, qui considérait que des programmes nucléaires de cette nature ne peuvent pas être démantelés par une action militaire. Donc il y a déjà quelques interrogations. Mais regardons la carte des cibles. Les cibles nucléaires sont minoritaires parmi tous ceux qui ont été, toutes celles qui ont été atteintes. Il y a aussi des cibles militaires classiques, il y a des personnalités, notamment du monde militaire et du monde scientifique, il y a des infrastructures, il y a des éléments de survie économique, comme par exemple les réservoirs en carburant qui ont été atteints notamment dans la ville de Téhéran, et puis il y a aussi la population civile. Donc tout ça fait un amalgame qui éloigne l'idée qui est venue à l'esprit de beaucoup dès le premier jour, et notamment du président de la République française, qu'il s'agissait uniquement, exclusivement ou principalement de démanteler l'arsenal nucléaire iranien. Non, il y avait d'autres choses. Il y avait
deuxième option possible, le régime change des néoconservateurs, c'est-à-dire l'idée de renverser ce régime et de le remplacer par un autre, avec une interrogation énorme qui est est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a déjà eu des exemples probants de réussite d'une telle entreprise? En Libye, non. En Irak, non. En Syrie, non. En Afghanistan, non. Dans le Sahel, non. Alors où? Et du coup, on continue à chercher peut-être d'autres explications. Une troisième vient à l'esprit, effectivement, vous l'évoquiez, peut-être cacher Gaza. Gaza commençait à devenir une source de lézardes dans les solidarités occidentales derrière Israël. Et on a vu avec quel succès, effectivement, Netanyahou a pu reconstituer le front uni des Occidentaux autour de la cause israélienne dans sa lutte contre ce qui était présenté comme une menace existentielle, à savoir le programme nucléaire iranien. Ce ne serait pas la première fois que l'instrument devient la fin. C'est-à-dire que reconstituer une alliance, qui est un instrument des relations internationales, est plus importante que la finalité elle-même. Puis on peut continuer. Peut-être s'agissait-il de jeter un voile pudique sur Gaza. Effectivement, depuis cette entreprise du 13 juin contre l'Iran, on ne parle pratiquement plus de Gaza, où ça vient tout à fait en queue des journaux télévisés. Et pourtant, les opérations à Gaza, il faut le noter, continuent, parfois se renforcent. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une opération a fait 18 morts parmi celles et ceux qui venaient se ravitailler auprès d'un convoi humanitaire. Donc, moins parler de Gaza, c'est une façon de rendre l'opération génocidaire qui s'y déroule d'autant plus efficace. Et puis on peut continuer. On s'aperçoit que c'est un pavé dans beaucoup de mares diplomatiques. Dans la mare diplomatique trumpienne, faut pas l'oublier, la grande obsession du nouveau président des États-Unis, c'est de remporter un succès diplomatique. Il y en avait un qui était possible à travers un accord passé avec l'Iran sur la question du nucléaire. Là, les négociations sont, par définition, et immédiatement rompues. Jeter un pavé dans la mare de la diplomatie française, avec ce fameux rendez-vous sur la Palestine qui devait avoir lieu cette semaine aux Nations Unies. Casser ou mettre à mal les tentatives de récupération par la diplomatie trumpienne des monarchies du Golfe. Il y a eu une tournée du président des États-Unis dans le Golfe qui s'est traduite notamment par des accords un peu sur le dos d'Israël. Là, l'opération israélienne crée l'effroi dans la péninsule arabique et contribue à distendre les liens entre les États-Unis et ses nouveaux partenaires arabes. Donc ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Il est trop tôt pour savoir si c'est tout ça en même temps, ce qui n'est pas impossible, ou si il convient de hiérarchiser tous ces objectifs, aussi divers et variés soient-ils. Alors, il y a effectivement, dans la manière dont la question est posée, un certain goût de retour, d'archaïsme dans ce qui s'est produit ces derniers temps. Une sorte d'archaïsme diplomatique. Reposant, vous avez employé le terme de bloc occidental, c'est exact. Cette volonté à tout prix de préserver un bloc occidental qui n'a plus grand sens depuis la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire quand même depuis 1989, ça fait plus d'un tiers de siècle. Plus d'un tiers de siècle, l'Occident essaye désespérément de se maintenir, alors que ce qui lui faisait face et lui donnait sens, le bloc soviétique a disparu. Lorsque le bloc soviétique s'est effondré, le président des États-Unis de l'époque, George H. Bush, avait décidé de maintenir l'OTAN. Et il y a chez les principaux protagonistes de l'OTAN cette volonté de faire survivre ce bloc occidental, cet Occident, ce que Poutine appelle l'Occident collectif, ce que l'on appelle encore dans notre vocabulaire courant, pas seulement politique ou scientifique, l'Occident. Et effectivement, le jeu
de Netanyahou en particulier, mais de bien des premiers ministres, chefs de gouvernement israéliens avant lui, a toujours été de présenter Israël comme la pointe avancée du bloc occidental dans le Moyen-Orient. C'est pas une idée nouvelle. Si vous relisez Herzl, dans sa volonté de promouvoir le sionisme, l'idée était bien de s'établir au Proche-Orient de manière à faire avancer la civilisation occidentale face à ce monde musulman qui, du temps de Herzl, était encore décomposé, placé sous la tutelle de l'Empire ottoman. Mais l'idée a persisté, s'est même renforcée. Et donc, il y a une double idée, et à mon avis, qui est un double archaïsme, faire vivre à tout prix la spécificité occidentale avec l'idée de renforcer sa prétention et satisfaire sa prétention hégémonique, et il y a de le réaliser à travers une alliance qui commençait à se relâcher. C'est cette convergence qui explique cette solidarité à un moment, et c'est ça qu'il faut comprendre, où l'alliance est complètement démodée. C'est fini le temps des alliances. Si vous regardez le monde, il y a une alliance, une seule alliance militaire actuellement qui persiste dans le monde. C'est l'OTAN, c'est l'Alliance Atlantique. Et puis vous avez des multitudes de partenariats qui appartiennent à ce que j'appelle, de manière peut-être un peu osée, le polyamour diplomatique, c'est-à-dire où les États changent de partenaire au gré des circonstances, où les effets d'aubaine viennent constituer, destituer et reconstituer les partenariats. Le bloc occidental fait exception. Il se cristallise autour d'Israël, ce qu'il n'a pas totalement réussi à faire autour de la cause ukrainienne. Autre élément très important, on retrouve Carl Schmitt et sa théorie de l'ennemi, c'est-à-dire quelle meilleure manière de se reconstituer en bloc qu'en désignant un ennemi. Depuis la chute de l'Union soviétique, depuis cette fameuse phrase prononcée en décembre 1989 par Gorbatchev à l'adresse de George H. Bush, son homologue états-unien, l'URSS n'est plus intéressée à la compétition avec l'Occident. Donc c'était fini, il n'y avait plus d'ennemis. Et c'est une tragédie quand il n'y a plus d'ennemis pour un bloc qui veut demeurer bloc et qui veut satisfaire sa prétention hégémonique. Alors on a cherché d'autres ennemis, on a pensé à la Chine. Et puis la Chine n'a pas voulu jouer ce jeu de l'ennemi favori. Alors on a inventé des termes un peu bizarres de rivalité systémique, comme si dans un système il y avait des rivalités. On est ou système ou rival. Et ça n'a pas collé avec la Chine. Et même si les États-Unis relancent cette opposition entre Chine et États-Unis, ça ne marche pas véritablement. Alors on a cherché l'islam. Mais l'islam, c'était une abstraction qui a pris un sens tragique au moment des grands attentats terroristes, je pense au 11 septembre, et puis qui peu à peu s'est délité, c'est-à-dire cet ennemi n'a pas de visibilité. L'islamisme, comme on dit avec plaisir et délectation en Occident, qui se cristallise dans un certain nombre de mouvements au Moyen-Orient, et dont on dit que l'Iran serait en quelque sorte le centre névralgique, ça reconstitue les habitudes conceptuelles. On se retrouve dans le monde tel qu'on l'imagine. Et donc, briser l'Iran, qu'on appelle la République des Mollahs, briser cet islamisme que l'on présente comme étant une sorte de gigantesque complot articulé, structuré, organisé, centralisé, c'est une manière de vivre contre l'autre. Et je suis très inquiet, au moment où s'opère la mondialisation, de voir que, au lieu de donner libre cours à l'idée d'interdépendance, de partenariat, de complémentarité, qui fait l'ordinaire des nouvelles relations internationales, on essaye de les bloquer pour les ramener à l'ancienne, vers l'opposition ami-ennemi, et on s'invente un ennemi qui, bien entendu, peut renvoyer à des situations fragmentaires réelles. Il y a des organisations terroristes, il y a des organisations de djihadistes,
mais celles-ci sont loin de constituer un tout organisé et systémique. Et donc, l'imaginer se cristallisant autour de l'Iran pour reconstituer un front commun contre lequel, enfin, on existe, et non seulement on existe, mais on a le rôle de la vertu, c'est ce qu'il y a dans la tête de toutes celles et tous ceux qui ont joué ce rôle de réveil. En disant réveil, je dirais, c'est le wokisme à l'occidental, c'est-à-dire, ou le wokisme conservateur, c'est-à-dire reconstituer, réveiller des vieilles antinomies pour les ripolliner à la sauce du temps. Le droit international a eu une histoire intéressante à suivre, parce que c'est vrai qu'originellement, ce droit international est un droit occidental. Les géniteurs du droit international, ils ont pour nom Grotius, Vatel, et ensuite ces écoles de droit dans lesquelles la France a occupé une place tout à fait importante. Je pense à Gèze et à beaucoup d'autres grands théoriciens du droit international. Et il y a eu cette dénonciation, souvent d'ailleurs caricaturée, de ce droit occidental comme étant un instrument de l'impérialisme. Du temps de la guerre froide et de l'opposition Est-Ouest, ce droit international était dénoncé comme tel. Et ensuite, lorsqu'est apparu ce qu'on appelait d'abord le tiers-monde, dans l'esprit de Bandung et du non-alignement, on avait tendance à dénoncer ce droit international comme étant produit exclusivement par l'Occident, et il y avait une demande très forte de réappropriation du droit international par ces nouvelles puissances qui apparaissaient sur la scène internationale. Alors, tout ça a fait que, en fait, le droit international a été longtemps mis entre parenthèses. Pendant la guerre froide et la bipolarité, le droit international n'avait qu'une place limitée et n'organisait que certains secteurs de la vie internationale, à travers les institutions qui existaient, qui étaient elles-mêmes plus ou moins manipulées au gré des circonstances. Depuis la fin de la bipolarité, le droit international a connu une très curieuse aventure, parce que la dénonciation de son caractère monoculturel s'est poursuivie, mais en même temps, et ça c'est quand même une source d'espoir, ce droit international n'a cessé de s'affirmer. C'est-à-dire, il a acquis une lisibilité, une visibilité qu'il n'avait pas auparavant. Alors, la Russie le viole de manière considérable, notamment à travers la guerre d'agression menée par Moscou contre l'Ukraine. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte nouveau, débarrassé de l'absolutisme de la bipolarité, on s'aperçoit que le droit international gagne une capacité énonciatrice et stigmatisante, ce que les anglo-saxons appellent le shaming, tout à fait intéressante. Quand, par exemple, la Cour internationale de justice s'exprime, dénonçant le risque génocidaire dans les territoires palestiniens, c'est-à-dire essentiellement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, lorsque la Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt contre Poutine, puis ensuite contre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant, son ministre de la Défense, et les responsables du Hamas, c'est une énonciation qui fait tilt, qui marque la communauté internationale. Et on voit ce mouvement de bascule, ceux qui se considéraient comme bafoués, ignorés ou marginalisés par le droit international, se sentent rassurés par le fait que désormais ce droit touche ou cherche à sanctionner des dirigeants issus de l'ancien monde, que ce soit de la Russie à travers Poutine, ou que ce soit de ce monde occidental tel qu'incarné par Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense. Et ça, c'est bon signe, parce que ça prouve que enfin le droit international est entré de plein pied dans le langage des relations internationales. Alors évidemment, on me dira, il manque l'essentiel. L'essentiel, ce serait
la sanction. Le grand problème du droit international, c'est qu'il n'a pas de sanctions qui contraignent réellement le fauteur et ses, dit-on, ses limites. C'est vrai. Mais moi, ce que je retiens et qui tinte encore à mes oreilles, c'est que la seule énonciation commence à être une sanction immatérielle, symbolique, mais stigmatisante, et qui probablement, peu à peu, vient structurer la vie internationale. Alors évidemment, on trouvera toutes les astuces de la Terre pour ne pas exécuter le mandat d'arrêt contre Netanyahou et Galante, et contre Poutine également. On trouvera les arguments les plus fallacieux, parfois même les plus ridicules, mais il reste que il y a une parole. Et cette parole du droit international, je ne connais pas dans l'histoire des relations internationales de moment où elle a été si forte et si déterminante des comportements sociaux.